Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce podcast Techno et Péda produit par la Haute École Léonard de Vinci. Je suis Ludovic du Centre de développement technopédagogique de Vinci et avec Émilie, nous avons le plaisir de nous inviter dans vos oreilles pour ce temps que vous prenez pour vous. En tant qu'établissement d'enseignement supérieur qui forme les professionnels de demain, la Haute École Léonard de Vinci s'engage à informer, sensibiliser et outiller ses étudiants et membres du personnel pour qu'ils puissent comprendre et prendre une part active dans leur formation. Depuis nos studios, nous vous accompagnons dans ce numéro qui va s'intéresser à la création des dispositifs d'apprentissage et d'enseignement, et plus particulièrement à une approche, la conception universelle des apprentissages, CUA de son acronyme. Installez-vous confortablement et plongez-vous dans le monde passionnant de la pédagogie. Aujourd'hui, nous échangeons avec Émilie Colette, post-doctorante, chargée de cours invitée à l'UC Louvain, conseillère pédagogique au Louvain Learning Lab, avec une expertise dans le domaine de la CUA, ainsi que Dominique Olvout, coordinatrice de la mission étudiants à besoins spécifiques dans le service d'accompagnement des étudiants de la Haute École Léonard de Vinci. Bonjour Émilie, bonjour Madame Colette, bonjour Madame Olvout. Bonjour Ludovic, bonjour Émilie, bonjour Dominique. Pourriez-vous vous présenter en quelques mots ? Moi, je suis logopède de formation, donc au départ, c'est avec ce regard-là que je me suis intéressée à la question de l'inclusion, notamment dans le cadre de mes recherches doctorales sur la dyslexie à l'université. Et ensuite, j'ai eu l'occasion de participer à plusieurs très chouettes projets au sein de l'UC Louvain, et notamment un projet intitulé Universal by Design, qui a pour objectif de mettre en œuvre un enseignement supérieur plus universel en prenant en compte la diversité dans sa globalité. Et maintenant, je continue à travailler dans cette thématique en tant que conseillère pédagogique au Louvain Learning Lab, et j'ai le plaisir de mener en parallèle un post-doctorat sur les questions d'équité, de diversité et d'inclusion. Je suis ergothérapeute de profession. Je travaille depuis plus de 15 ans dans la mission ABS, étudiants à besoins spécifiques, et depuis 4 ans, je coordonne cette mission au sein de la Haute École Vinci. On parle beaucoup d'inclusion, d'équité, d'égalité, mais ces notions sont parfois utilisées indistinctement. Comment les distinguez-vous? Et finalement, en quoi la conception universelle de l'apprentissage s'inscrit-elle dans cette constellation de concepts, Émilie? Alors, la notion d'égalité, elle est évidemment très importante, puisqu'elle renvoie notamment au principe d'égalité des chances, d'égalité d'accès à l'éducation, au savoir et de manière plus générale, à l'égalité par rapport aux droits humains fondamentaux. Mais offrir des opportunités d'apprentissage égales, ça ne signifie pas proposer un traitement égal, un soutien qui serait identique à tout le monde. Et c'est là qu'intervient cette notion d'équité. Donc l'équité, c'est tenir compte des obstacles, des inégalités de départ et proposer à chaque personne un soutien qui soit adapté à ses besoins pour atteindre une égalité réelle dans un souci de justice. Par exemple, les aménagements raisonnables qui sont proposés aux personnes en situation de handicap se placent vraiment dans cette perspective d'équité en compensant les désavantages liés à leur situation et à un environnement inadapté à ces situations. Et enfin, l'inclusion, eh bien, c'est un processus qui implique d'adapter l'environnement à la diversité pour développer pleinement le potentiel de chaque individu. Donc il y a vraiment ici l'idée de respecter, de valoriser la diversité et de créer un sentiment d'appartenance à une communauté. Donc actuellement, en Belgique francophone, on est davantage dans une logique d'intégration, avec la mise en place d'aménagements qui répondent à certains besoins spécifiques, que dans une logique totalement inclusive, qui se centre sur la diversité des besoins de toutes les personnes apprenantes et sur l'élimination des barrières qui existent dans l'environnement d'apprentissage. Et c'est vraiment dans cette perspective que la conception universelle de l'apprentissage se place, en proposant de prendre en compte cette diversité en amont, dès la conception des dispositifs pédagogiques, pour éliminer dès le départ les obstacles potentiels, plutôt que de proposer des adaptations a posteriori. C'est donc un cadre de réflexion pour concevoir un enseignement plus flexible, plus accessible et donc plus inclusif. La CUA, autrement dit la conception universelle de l'apprentissage, est-ce quelque chose de nouveau ou est-ce une approche déjà initiée au sein de la Haute École Vinci ? Allons un peu plus loin avec notre invitée Dominique Olvout, coordinatrice OSAE pour les besoins spécifiques. Dans l'accompagnement d'un étudiant présentant des besoins spécifiques, nous mettons en place ce que l'on appelle l'individualisation.
Il s'agit d'une approche sur mesure qui tient compte de son rythme, de ses particularités et de ses besoins pédagogiques. Par exemple, pour un étudiant dyslexique dont la lecture peut être plus lente, un espacement augmenté entre les lignes et un texte visuellement simplifié permet d'éviter les sauts de ligne involontaires et facilite la compréhension. Quand nous adaptons ainsi un support ou une méthode pour répondre à un besoin identifié chez un étudiant en particulier, nous parlons d'intégration. Nous levons des obstacles ponctuels qui entravent son accès aux apprentissages. Cependant, ces adaptations ciblées peuvent parfois conduire à une forme de stigmatisation, car l'étudiant se voit attribuer un support ou un traitement différent, identifiable par rapport au reste du groupe. Cela soulève alors la question essentielle: est-ce réellement équitable de proposer un support spécifique à un seul étudiant? Si l'on adopte une logique d'inclusion, on peut adapter les supports en tenant compte des besoins observés chez certains étudiants, mais sans savoir si ces adaptations seront réellement utiles ou non à l'ensemble du groupe. L'intention est d'ouvrir l'accès, mais le résultat peut rester partiel. La CUA remet en question une idée très répandue, celle de l'apprenant moyen. Pourriez-vous nous expliquer d'où vient cette notion et ce qu'elle suppose, et pourquoi elle ne correspond pas à la réalité du terrain? La conception universelle de l'apprentissage part du principe que l'apprenant ou l'apprenante typique n'existe pas, que c'est la diversité qui est la norme. Alors, qu'est-ce qu'on entend par diversité? Eh bien, quand on parle de diversité, on pense aux personnes en situation de handicap, on pense aux adultes en reprise d'études, à la diversité sociale, culturelle, mais la diversité, elle englobe de manière plus générale toutes les caractéristiques des individus en lien avec la diversité des besoins et des préférences d'apprentissage. Donc, c'est évidemment tout le contraire de l'idée qu'on aurait face à nous une majorité de personnes qu'on pourrait qualifier d'étudiants moyens et qui seraient d'une certaine manière notre propre représentation de ce qu'on imagine être un étudiant typique et en fonction de qui on concevrait un dispositif pédagogique. Donc à l'inverse, la CUA propose de concevoir plusieurs moyens de présenter l'information et le contenu, plusieurs moyens d'explorer l'environnement, d'interagir, de démontrer ses acquis, et plusieurs moyens de susciter l'intérêt et la motivation, et tout ça, évidemment, en maintenant le niveau d'exigence attendu, et ça, c'est un élément essentiel. Il arrive que l'on confonde la CUA avec les aménagements spécifiques destinés aux personnes présentant des troubles ou des besoins particuliers. Comment différenciez-vous ces deux approches? Sont-elles complémentaires ou perçues comme concurrentes? Ce sont deux approches qui sont pour moi tout à fait complémentaires. Donc j'aime bien l'image de la pyramide. Donc à la base de la pyramide, il y a la pédagogie inclusive et universelle, donc tout ce qu'on peut mettre en place directement au sein des dispositifs pédagogiques pour les rendre plus accessibles et inclusifs, pour l'ensemble du public apprenant. En augmentant la base de la pyramide, on diminue les besoins en termes d'aménagement individualisé qui se trouvent au sommet de la pyramide. On les réduit, mais on ne les supprime pas totalement. Donc, tant l'accessibilité que les aménagements adaptés à certains besoins spécifiques sont nécessaires pour un environnement d'apprentissage équitable. Dans la perspective de la conception universelle, on va plus loin. Dans cette approche, il ne s'agit plus d'adapter pour quelqu'un, mais de proposer d'emblée plusieurs formes de support, tout en maintenant les mêmes compétences attendues. Ainsi, chaque étudiant peut choisir le format qui lui convient le mieux, par exemple une version audio, une version visuellement adaptée, une version plus synthétique. On évite alors la stigmatisation, on renforce l'équité et chacun bénéficie d'un environnement d'apprentissage plus accessible et flexible. Les freins restent néanmoins pour la mise en place de tels dispositifs. Donc, si on veut rebondir sur les propos d'Émilie par rapport à la mise en place d'un tel dispositif, il est bien clair que cette pyramide reste toujours effective. Prenons l'exemple d'un étudiant malvoyant pour lequel la barrette braille ou les écrits en braille sont nécessaires. Ce dispositif sera seulement pour lui et non pas pour l'ensemble des étudiants. Pour un enseignant ou un concepteur pédagogique souhaitant réviser un dispositif d'apprentissage à la lumière des principes de la CUA, quels seraient selon vous les premiers pas à poser? Par où commencer de manière réaliste et efficace? La première chose, c'est d'analyser son propre dispositif pédagogique,
tout en gardant en tête les acquis d'apprentissage visés. Donc, réfléchir à tous les aspects de son dispositif, le climat d'apprentissage, la structure du cours, les méthodes d'évaluation, les activités d'apprentissage et le matériel pédagogique. Et ensuite, d'essayer d'identifier un ou plusieurs éléments que l'on souhaiterait améliorer en prenant en compte la diversité des profils d'étudiants. Donc l'idée, c'est évidemment pas de repenser l'entièreté de son dispositif pédagogique, mais de commencer par adapter un élément qui nous semble pertinent, un élément qui nous motive. Par exemple, si ma priorité c'est l'évaluation, je peux réfléchir au processus d'évaluation tout au long de mon cours, en me posant par exemple comme question, mais est-ce que les modalités, les critères d'évaluation sont clairement expliqués dès le départ? Est-ce que j'aide mes étudiants et mes étudiantes à s'y préparer en proposant différentes activités d'évaluation formative, en donnant des feedbacks réguliers? Lors des évaluations certificatives, est-ce que je diversifie mes manières d'évaluer les connaissances? Est-ce qu'il sera intéressant d'offrir des choix dans les modalités d'évaluation ou même au sein d'une évaluation, etc. Un autre exemple, si je veux me centrer dans un premier temps sur l'amélioration de mes supports de cours, je peux par exemple me poser la question de savoir s'ils sont clairement structurés, je peux vérifier la lisibilité des supports, faire attention à ce que mes vidéos soient sous-titrées, proposer peut-être un glossaire qui reprendrait le vocabulaire spécifique du cours, je peux diversifier mes modes de présentation de contenu. Par exemple, pour un même concept, je peux associer une explication orale, un graphique, une représentation schématique, une vidéo. Je peux aussi réfléchir à la possibilité de diffuser mes supports à l'avance, dans un format flexible qui permettrait aux étudiants, aux étudiantes de changer les couleurs, les tailles de caractères, etc. Donc tout ça, ce sont des petits pas vers un dispositif pédagogique qui serait plus inclusif. Existe-t-il des outils ou des ressources que vous recommanderiez pour faciliter l'intégration de la CUA dans les pratiques enseignantes? Est-ce une démarche réellement accessible à tous les enseignants, quel que soit leur niveau d'aisance pédagogique ou numérique? La première ressource, c'est bien évidemment la plateforme CAST qui est à l'initiative de la conception universelle de l'apprentissage. Mais pour avoir des exemples plus concrets, plus adaptés à leur réalité, plus accessibles aux équipes enseignantes, eh bien les enseignants, les enseignantes peuvent se référer aux ressources. Par exemple, les ressources qui sont dans le dossier thématique pédagogique sur la CUA qui est disponible sur Movin. Il y a également une nouvelle clé du Louvain Learning Lab qui va paraître très prochainement et qui sera disponible en ligne avec des exemples concrets de pratiques mises en place dans l'enseignement supérieur et qui peuvent être particulièrement parlantes pour les enseignants et les enseignantes. Est-il nécessaire d'avoir une aisance particulière avec les outils numériques ou d'avoir vraiment de grandes bases en pédagogie pour se lancer vraiment dans la CUA, ou peut-on démarrer par des choses relativement simples? Alors, les outils numériques sont pour moi des leviers vraiment intéressants. D'une part parce que à l'heure actuelle, il y a de nombreux supports qui sont numériques et donc le fait de pouvoir maîtriser certains aspects, comme le fait de sous-titrer les vidéos, comme le fait de faire attention à l'accessibilité numérique des supports, sont, je pense, des éléments clés. Mais ce serait vraiment réducteur de limiter la conception universelle de l'apprentissage à des outils numériques uniquement et à des aspects numériques. On l'a vu dans les exemples qu'on a donnés et dans les pratiques qui sont évoquées. L'objectif, c'est vraiment d'essayer de concevoir des dispositifs en offrant plusieurs chemins, comme ça a été dit précédemment, et donc ça ne se limite certainement pas à des aspects numériques. Et donc, si on résume, les outils numériques peuvent aider, faciliter, mais ne sont finalement qu'un outil qui permet de mettre en œuvre plus largement les concepts. Tout à fait. Un outil clé, certainement, mais un des outils à la disposition des enseignants et des enseignantes. Merci beaucoup, Dominique. Est-ce que tu aurais un exemple concret à nous partager au sein de la Haute École Léonard de Vinci? Oui, en fin d'année, les étudiants devaient rendre généralement un dossier écrit. Et donc, cette année, les enseignants ont décidé de proposer une évaluation autre par rapport à la remise du travail de fin de cycle. Soit ils pouvaient rendre un travail écrit, soit faire une présentation orale, ou soit éventuellement faire un portfolio. Donc là, c'est vraiment un exemple concret de CUA. Et il s'est avéré que les étudiants ont choisi d'emblée le travail écrit parce que c'était quelque chose à laquelle ils étaient entraînés tout le long de l'année. Donc, c'est bien de proposer des évaluations diverses, comme propose la CUA, mais il faut absolument entraîner les étudiants à ces diverses façons d'être évalués, comme nous disait Émilie. Pour conclure, quel message clé aimeriez-vous transmettre aux auditeurs sur l'importance de repenser son enseignement au regard de la CUA?
En tant qu'ergothérapeute, je peux facilement faire un parallèle entre ma profession et l'accompagnement pédagogique des étudiants dans une logique de la conception universelle. Dans mon métier, je pars toujours des capacités de la personne, des objectifs à atteindre et j'adapte ensuite les moyens pour lui permettre d'y arriver. L'enseignant, lui aussi, connaît parfaitement son programme et les compétences à acquérir. Mais la manière d'y parvenir peut varier d'un étudiant à l'autre. Aujourd'hui, notre public est de plus en plus diversifié et l'enjeu est de créer un environnement d'apprentissage où chacun peut y trouver un chemin qui lui convient. Prenons 2 exemples concrets, que ce soit dans le sport ou dans la rééducation. Un sportif de haut niveau doit atteindre une compétition, mais son entraînement sera ajusté à son profil, ses forces, ses limites, ses méthodes préférées. En rééducation à la marche, l'objectif reste le même pour tous, retrouver la mobilité. Pourtant, les moyens diffèrent selon la personne. Barre parallèle, déambulateur, exercice progressif, travail sur l'équilibre. Dans les 2 cas, l'objectif final est identique, mais le chemin pour y parvenir est adapté sans être stigmatisant. C'est exactement ce que propose la CUA. Maintenir les mêmes compétences à atteindre tout en offrant plusieurs façons d'apprendre, de comprendre et de démontrer ses acquis. Ainsi, chaque étudiant peut avancer selon son propre fonctionnement sans jamais être mis à part. Et j'ajouterais qu'un des messages clés, c'est sans doute qu'il ne faut certainement pas vouloir repenser tout son enseignement, qu'un petit changement peut déjà faire une grande différence, et que rien que le fait d'être ouvert, sensible à la diversité du public apprenant et de ses besoins, c'est déjà un pas important vers plus d'inclusion. Merci Madame Colette et Madame Holwood d'avoir participé à ce podcast. Merci Émilie de m'avoir accompagné. Nous voici riches d'un nouvel outil et de nouvelles clés pour concevoir des dispositifs d'apprentissage et d'enseignement, prenant en compte la diversité des apprenants et des apprenantes by design. Ce podcast était consacré à l'exploration du concept pédagogique de la CUA et il vous était proposé par le Centre de développement technopédagogique de la Haute École Léonard de Vinci. Merci à vous d'avoir exploré avec nous ces enjeux pédagogiques du XXIe siècle. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le liker, le partager et le diffuser autour de vous.